Donc on a monté avec un vieux copain cette aventure il y a 8 ans en commençant à faire des petits sablés dans le four de ma petite cuisine rue Hermel à Paris 18e. Et en fait, nous on a une sensibilité consommateur très forte. Moi j'ai un concept assez ancien qui s'appelle chasseur de papillons dans lequel j'analyse en permanence le monde qui m'entoure, un peu comme un chasseur de papillons qui dans une prairie essaye d'observer les papillons et de les capter avec sa petite épuisette et son petit filet. Et moi il y en avait une qui me trottait dans la tête depuis assez longtemps, c'est quand je faisais mes courses rue du Poteau, là, dans le Franprix à gauche, quand on quitte la mairie du 18e, j'avais 2 ressentis consommateurs. J'en avais un qui était de dire pourquoi tous les produits de grande consommation qu'on me propose en linéaire, il faut souvent un prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes, alors que moi j'ai un CAP de boulanger, j'ai pris des cours de pâtisserie à la mairie de Paris, et quand je fais des biscuits avec mes enfants le week-end, je prends des ingrédients que tout le monde a dans son fridge ou dans son placard, et qui sont de grande qualité, qui sont simples. Et la deuxième chose, c'est que moi les marques qu'on me proposait chez Franprix, j'avais aucune sensibilité, aucun affectif avec ces marques-là parce que j'avais l'impression qu'on me manipulait un peu en me racontant des salades pour me faire acheter des produits. Donc c'est souvent des histoires de grand-mère qu'on fait sortir des placards et ça ne me touchait pas du tout parce que je savais que c'était plus vraiment vrai. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se lancer dans une nouvelle aventure en proposant des produits le plus gourmands et le plus sain possible que tout le monde est capable de refaire chez lui avec les mêmes ingrédients. On peut les acheter, ces ingrédients, on les a tous dans notre fridge et dans notre placard. Et plutôt que d'inventer une marque, on va simplement raconter l'histoire que l'on va vivre au quotidien. Donc à l'origine, Michel et Augustin, c'est pas une marque, hein. C'est juste 2 prénoms de 2 copains qui étaient assis ensemble en classe de 4e. Et nos tout premiers paquets, hein, vous rentrez chez vous, c'est pareil, hein. Nos tout premiers paquets, ils étaient faits dans un petit sachet plastique. On était allé chez Ikea acheter des petits sachets plastiques, des petits nœuds, des petits raffias, et on avait acheté un petit bac en osier. Et notre premier client, quand on a fait nos petits sablés dans mon four de ma petite cuisine, ça a été donc Salah, le fameux Salah, épicier au 24 rue Hermel. Donc on a descendu 2 étages et on lui a proposé de vendre nos petits sablés. Et ça, à l'époque, c'était encore dans un petit sachet plastique. Donc on a commencé à être connus dans le quartier comme les 2 gars, un peu les 2 scouts attardés du coin qui faisaient des sablés chez eux. Donc après ça là, on est allé chez Haïfa, traiteur asiatique. On est allé après au Cellier de la Butte, au Point Soleil qui a pris peur, qui a cru qu'on était témoin de Jéhovah, donc il nous a foutus dehors. Donc on a commencé à coloniser le quartier. Et à un moment, on a dû passer sur un emballage carton. Mais c'était encore fait chez moi, ça, hein, dans ma cuisine. On s'est dit, pour des questions de conservation, pour un peu de propreté aussi, on va plutôt mettre maintenant nos sablés dans un petit paquet de carton. Et alors, vous faites quoi? Tu dis, mais qu'est-ce que je vais mettre dessus? Il faut écrire, c'est tout blanc, donc il faut bien que tu occupes l'espace. Et là, on s'est dit, voilà, donc on va appeler ça toujours Michel Augustin, et comme il y a de l'espace, alors le truc le plus compliqué à l'époque, c'était de faire un code barre. Je m'étais dit, mais comment on fait un code barre? Ça me paraissait vraiment un truc hyper complexe. Donc ça, on a réussi techniquement à faire un code barre, parce que c'est pas très compliqué. Et puis après, on s'est dit, il y a de l'espace, c'est en fait un média qui nous appartient, et donc on va être bavard, et raconter ce que l'on vit au quotidien. Donc en fait, une des clés peut-être du petit succès qu'on a la joie de rencontrer, au-delà de la qualité produit, qui est évidemment pour nous le cœur du métier, puisque les taux de réachat se mesurent uniquement sur la qualité produit, sur l'innovation que vous apportez, la valeur ajoutée que vous apportez à votre consommateur. Il y a une partie qui est forte aussi chez nous, c'est notre capacité à partager, raconter et construire ensemble l'aventure que l'on vit au quotidien à la bananerie. Et aujourd'hui, donc, on a nos packaging, qui est notre premier média. Hein. On en diffuse à notre petit niveau sur des très gros marchés, un peu plus de 20 millions de paquets par an. Et en fait, sur tous nos paquets, et on renouvelle en permanence nos paquets, donc c'est un coût quand même caché assez important, tous les 6 mois, sur toutes nos références, sur toutes les poses disponibles, on ajoute des textes nouveaux, des photos, et qui sont des anecdotes et des histoires qui se sont réellement passées dans l'aventure de la bananerie. Donc c'est très simple, hein. Nous on n'a rien à inventer. C'est comme s'il y avait un journaliste au cœur de la bananerie qui partageait et racontait ce que nous, en tant qu'équipe, on est 55 aujourd'hui, vivons au quotidien. Voilà, donc c'est très très simple. Donc on a une équipe, toute petite équipe, qui ne fait que transmettre et formater le contenu qui vient directement, simplement en observation de ce que chacun d'entre nous, trublions à la bananerie, on vit dans notre quotidien. Alors, la dernière histoire, c'est un truc très, très intéressant et c'est très symbolique pour nous. C'était, on a la chance d'exporter un peu en Asie. Et donc là, il y avait le SIAL, qui est ce gros salon agroalimentaire à Shanghai. On y va avec Antoine, qui est le patron de l'export, hein, qui a commencé chez nous il y a 6 ans en faisant du porte-à-porte avec un caddie rose, et maintenant qui a 30 ans est patron de l'export. Et il y a un moment, la Sopexa, qui sait qu'on part là-bas, et qui nous dit, tiens, il y a notre ministre mondialement connu qui s'appelle Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire, qui est un mec super, Guigui. Maintenant, c'est vraiment un copain, Guigui. Et donc, il y a Guigui qui se balade là-bas. C'est la première fois qu'il va en Chine.
Et donc Guigui, il a envie de faire un peu de bruit, donc il faut qu'on trouve des mecs qui signent des contrats. Donc il dit, écoute, nous, on va essayer de signer un contrat, on va se démerder pour trouver quelqu'un qui va signer un contrat avec nous. Et donc là, il se trouve qu'on avait donc à Hong Kong un partenaire historique très fort qui est un espèce de mix entre la grande épicerie et Monoprix qui s'appelle City Super, qui a 4 magasins à Hong Kong. Donc c'est pas un très gros business, mais c'est extrêmement visible. Et il se trouve qu'on travaille avec Thomas Sowell, patron de City Super, depuis 2-3 ans. Et c'est une enseigne sur laquelle on investit beaucoup, parce qu'à la fois pour nous, c'est un laboratoire pour comprendre un peu l'Asie, et c'est surtout une vitrine extraordinaire, parce qu'on est surreprésenté chez City Super, on est extrêmement visible. Et donc, n'importe quel type qui bosse dans l'agroalimentaire, qui passe à Hong Kong, naturellement, nous voit et donc a envie de travailler après notre marque. Et il se trouve que Thomas Sowell ouvrait un magasin à Shanghai, puis un deuxième magasin à Shanghai, et il a aussi 7 magasins à Taïwan. Donc, on se dit, écoute, on va signer un contrat un peu symbolique, mais c'est aussi la manifestation d'un vrai partenariat. Et donc, on va signer un contrat avec Thomas Sowell et l'enseigne City Super pour les 2 magasins de Shanghai. Et la photo est très intéressante parce qu'elle est totalement surréaliste. Vous voyez des officiels chinois en costard super sérieux. Il y a une espèce de vieux rideau rouge. Pas du tout, pas du tout. Nous, on ne fait que... Voilà, donc c'est vraiment la photo avec une composition florale. On a l'impression que c'est un enterrement tellement le truc est déprimant. Il y a les drapeaux officiels. Et tout le monde est là, donc il y a les médias locaux, il y a un peu de médias français, tout le monde est très sérieux. Il y a notre ministre, donc Guillaume Garot, il y a notre ambassadrice de France en Chine, tout ça pour un contrat qui a 2 articles, dont le deuxième est de dire, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans le premier, parce que le deuxième c'est un article de confidentialité, donc c'est quand même, ça envoie du lourd. Et moi je suis en photo avec, moi je suis comme je suis, donc moi je suis en sweat. J'ai l'effet du sweat bleu. Voilà, alors là-bas, c'était un sweat rouge, quand même, en hommage à la Chine. Et voilà, donc ça, c'est une photo qui a été extrêmement forte parce qu'elle est surréaliste. Elle est immédiatement, évidemment, diffusée avec un contenu adapté sur Facebook et sur Twitter. Quand on rentre de voyage, elle est automatiquement intégrée dans une bibliothèque de contenu qui est maintenant déjà en rayon sur quelques dizaines de milliers de packaging. Et on a même poussé le vice encore plus loin à l'envoyer sur notre feuille de bananier, qui est notre newsletter électronique à plus de 100 000 personnes. Donc ça a fait la une de notre avant-dernière feuille de bananier. Et on a même fait passer une publicité, donc en achat d'espace, avec quelques médias avec qui on a des deals, dont Libération en pleine page, en reprenant exactement la copie de la feuille de bananier. Donc on a l'impression de lire une newsletter volontairement. Il y a même marqué « cliquetez ici » sur Libération pour avoir plus d'infos. Et on a repris en pleine page cette photo qui est totalement surréaliste. Voilà. Mais c'est un événement qui s'est vraiment passé, qui est assez rigolo parce que la photo est totalement étonnante. Et voilà, donc c'est juste notre capacité à un peu sublimer et raconter de manière rigolote ce que l'on vit à la bananerie. Voilà. Donc c'est très... Et nous, toute l'histoire en termes de contenu, on n'a rien à inventer parce que ce n'est que retranscrire ce que l'on vit au quotidien. Donc c'est très très simple parce que tous les jours, il se passe un truc nouveau, on n'a pas à se prendre la tête, on n'est pas là à inventer les trucs, on n'a qu'à raconter de manière un peu rigolote ce que l'on vit au quotidien. Voilà. Donc c'est ça. Alors je vais prendre un autre exemple aussi, parce qu'il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire de Bill Gates qui boit une vache au salon des entrepreneurs. Il y a notre danse à l'hommage à Michael Jackson quand il décède. Donc on a évidemment, on est assez créatif, donc on met en place plein de petites histoires rigolotes au quotidien. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le web. Et moi, il y a un autre événement. On a plusieurs temps forts. On a essayé de se canaliser un peu pour faire des temps forts en termes de communication et aussi qu'on décline en magasin, parce qu'il faut quand même faire un peu de business. On n'est pas là juste pour faire de la com. Donc on a des temps forts. On a donc ce concours qui s'appelle 4 vaches en or, qui est un peu un concept à Charlie et la chocolaterie, où il faut trouver des vaches à un moment donné. Et si tu trouves une vache, tu pars en mission avec nous dans une capitale à l'étranger pour aller dénicher les meilleures pâtisseries et revenir à la bananerie avec notre équipe pour présenter ces pâtisseries au reste de l'équipe. Donc c'est un espèce de jeu concours intelligent. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cet exemple, c'est que c'est pas on te balance pas en te disant tu gagnes un voyage à Tokyo et pas avec ton copain ou ta nana à Tokyo. Non, c'est pas ça. C'est tu pars en mission avec nous à Tokyo. Donc tu as une vraie mission. Tu as des gens de mon équipe qui partent avec les gagnants et quand tu as un vrai job et quand tu reviens, tu arrives à la bananerie, tu présentes ton voyage à Tokyo devant les 55 personnes et tu partages les découvertes culinaires que tu as faites là-bas. Deuxième temps fort, c'est pareil, c'était une idée. Moi, toute mon équipe produit, je voulais lui faire passer son CAP pâtissier. Parce que c'est bien d'être sortir d'HEC de je ne sais où, mais quand on travaille dans la pâtisserie, moi je trouve qu'il faut avoir un diplôme. Donc on s'est dit, comme ça, tiens, on va proposer en interne un concours qui veut passer son CAP pâtissier. Donc on a eu des postulants en interne et on s'est dit, mais attends, pourquoi on arrête à l'interne? C'est complètement con, on est dans le construire ensemble.
Donc là aussi, on a pris nos packaging, notre feuille de bananier, plusieurs milliers d'exemplaires. Et là, on a inventé ce concours, c'est qui veut passer son CAP pâtissier avec nous. Donc on a chaque année là, on vient de finir la première promotion, un mélange à la fois de trublions internes et de consommateurs externes qui, pendant une année, vont travailler avec Fernando, qui est un pâtissier professionnel, tous les mardis soirs à la Bananeraie, qui est un vrai lieu de vie. Et donc, ont bossé et présentent en candidat libre leur CAP. Et même Michel l'a présenté, lui, totalement en sous-marin. On va voir s'il réussit. Là, ils ont passé leur épreuve écrite et ils viennent de passer aussi leur épreuve pratique. Troisième temps fort, nous, ça c'est un temps fort historique qui s'appelle les portes ouvertes de la Bananeraie. Là aussi, c'est dans le partage, dans la construction commune. Au départ, sur nos paquets, le premier paquet dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais marqué Toquet et Bavardon. En disant, si un mec a une idée, Toquet et Bavardon. Donc, on a commencé à avoir plein de gens dans le quartier qui s'arrêtaient dans mon appart. Donc, à un moment, on ne foutait plus rien parce que ça toquait tout le temps. Donc, on s'est dit, on va quand même essayer de canaliser un peu. Donc, on a créé ce concept des portes ouvertes de la Bananeraie où chaque premier jeudi du mois à 19h, qui veut vient partager ce qu'il veut avec nous. Donc, au départ, c'est dans mon appart. Après, on a pris le café de la place, mairie du 18e. Et maintenant, c'est à la Bananeraie à Boulogne. On a plus de 1000 personnes qui viennent simplement parce qu'ils ont lu sur les packaging Toquet et Bavardon. Et donc pendant 1h30 de 19h à 20h30, chaque premier jeudi du mois, donc on refuse du monde maintenant, parce qu'on n'a pas des très grands bureaux, plus de 1000 personnes qui viennent apporter des idées. Ils viennent avec des pâtisseries, ils viennent critiquer des produits, ils viennent goûter les nouveautés. Donc on a un lien et une construction extrêmement forte avec les gens que ça intéresse. Et le dernier temps fort qu'on essaye de structurer, ça c'est un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est nous on n'a pas beaucoup de budget média, on a toujours notre petit credo de dire agite ton imagination et pas ton porte-monnaie. Et ça fait assez longtemps qu'on voulait créer un événement grand public nouveau qui corresponde aux valeurs de l'aventure Michel Augustin et qui soit aussi innovant. Donc c'est pour les familles, c'est urbain, c'est la convivialité, le partage, la proximité. Et ça fait, depuis quasiment le début, on se tapait la tête contre le mur, on ne trouvait pas de nouveaux concepts d'événements à monter. Donc on parlait avec des copains, on échangeait, et puis on va faire une danse de trottinette, va faire un festival de musique, va faire du cinéma en plein air, etc. On ne trouvait pas. Et tout ça, ça existe, donc ça ne nous amusait pas. Et il y a Magnelois, une copine, Magnelois Dallois, qui un beau jour passe un dimanche prendre un café à la maison et me dit ouais, tiens, pour ton truc, j'y réfléchis, t'as le pique-nique en plein air, t'as le festival de musique, tiens, on pourrait aller aussi dormir à la Belle Étoile dans le parc au bout de la rue, là, on pourrait aussi faire ça et ça, ça. Et là, quand elle m'a dit allons dormir à la Belle Étoile dans le parc au bout de la rue, un parc urbain, c'est le concept est extraordinaire. Donc notre capacité après chez nous à la Bananeraie, c'est d'être capable de capter cette idée, de l'identifier et de la rendre réelle. Donc on a maintenant monté cet événement qui est très fort, qui est une nuit à la Belle Étoile, qui est de faire vivre une expérience totalement féerique et hors du commun à des citadins en les faisant dormir dans leur parc en bas de chez eux à la Belle Étoile. Donc on l'a fait pour la 2e édition cette année, c'était vendredi dernier, en recréant tout un monde totalement féerique, absolument éblouissant. Les enfants et les familles sont profondément marqués et c'est vraiment hyper convivial, c'est magique, c'est féerique. On l'avait fait il y a un an donc à Boulogne-Billancourt au Parc Rothschild. On l'a fait pour la 2e édition en produisant nous-mêmes maintenant l'événement vendredi dernier, 14 juin. On a eu de la chance, il a fait très beau, or qu'il y a un an, on avait joué aux pompiers, il avait flotté toute la nuit et il n'y avait aucune annulation. Et juste pour vous donner un chiffre, il y avait 3700 places à la fois réparties sur Grand Paris, Boulogne-Billancourt et Bordeaux, parce que la Juppé nous a demandé d'organiser cette année aussi à Bordeaux. 3700 places, 2200 au Parc Rothschild et 1500 au Jardin Public au cœur de Bordeaux. On a eu 67 000 demandes d'inscription pour l'événement. Et ça a été extraordinaire. Et je peux dire que là, en termes de création, en termes de création de contenu, d'imaginaire et de lien avec la marque, parce que c'est un événement produit et conçu, concocté par Michel Augustin, c'est extraordinaire. Et on a vu, nous, après avoir commencé à réussir à se faire connaître un peu à Paris, on a un gros enjeu de conquérir les 10 plus grandes villes de France. Et quand on voit le tissu local qu'on a créé à l'occasion de la création de cet événement-là avec la ville de Bordeaux, c'est extraordinaire. Voilà. Et je peux dire qu'à la fois, la ville de Bordeaux, on avait un call hier avec la mairie, j'ai jamais vu une mairie aussi au taquet.
en disant c'était canon, tout le monde a adoré, c'est féerique, et c'est super parce que c'était commercial sans l'être. Et je me souviens que il y avait 2-3 ans, on avait donné l'autorisation à Andros de faire le village Andros, mais c'était cheap, il y avait des structures gonflables, c'était Micheland, vous c'est sympa, c'est raffiné, c'est joli, c'est féerique. On re-signe pour 2014, on ira au parc bordelais, parce qu'on veut doubler la capacité, on va racketter des entreprises du coin parce qu'il n'y a pas que vous qui allez payer. Voilà, donc ça, ils étaient vraiment à fond. Et à la fois, on a eu vraiment énormément de remerciements parce que les 1500 personnes à Bordeaux ont passé une nuit exceptionnelle, comme les 2200 au parc Rothschild. Voilà. Pourquoi la bananeraie, justement ? Alors là, c'est là où c'est très puissant. C'est que à l'époque, Michel avait un bananier chez lui. Et comme alors, j'aime pas les bananes en plus, mais ça, je ne vais pas faire une thérapie pour vous expliquer pourquoi. Donc, il avait un bananier chez lui. Donc, comme il passait très peu de temps chez lui, il a ramené son bananier chez moi, parce qu'on travaillait chez moi, d'où la bananerie. Voilà, c'est assez puissant comme concept. Hein. Et c'est comme on avait 3 symboles qui sont kangou, vache et bananier. Moi, je déteste les voitures, mais j'aime beaucoup les kangous. Et voilà, j'aime bien les vaches. Voilà, c'est comme ça.